Eh salut les gens! Alors là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes fin juillet et du coup ça fait déjà un bon mois qu'est passé l'ultramarin et ses 177 km. Alors depuis, j'avais sorti ma vidéo. C'est une vidéo qui m'a pris vraiment beaucoup de temps à monter, mais pour laquelle j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de bons retours. Vous êtes nombreux à l'avoir vue, vous êtes nombreux à l'avoir apprécié et franchement ça fait plaisir. D'ailleurs, depuis cette vidéo, vous êtes beaucoup aussi à vous être abonnés à la chaîne. Alors c'est peut-être ton cas, mais peut-être aussi que tu ne l'as pas encore fait. Donc je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge là en dessous de la vidéo, le bouton pour t'abonner, et puis tu peux aussi activer la petite cloche, apparemment ça fait plaisir à YouTube. Alors après la sortie de la vidéo, j'ai commencé à recevoir beaucoup de questions au sujet de la course. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo FAQ. Alors pour ça j'ai mis un post sur Instagram et un post sur Facebook pour vous proposer de poser vos questions. D'ailleurs pour le compte Instagram, même chose, si t'es pas encore abonné, je t'invite à y aller, là je te mets le nom du compte en dessous. Pour cette vidéo, aujourd'hui, je n'ai repris vraiment que les questions qui ont été posées sur ces deux posts. Parce que si je commençais à les rechercher dans les commentaires de la vidéo, sur Facebook, sur YouTube, enfin partout, je partais dans les fouilles archéologiques et j'avais pas vraiment envie. Bon, et comme vous n'avez pas forcément décidé tous d'être très originaux, vous avez à peu près posé les mêmes questions. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs qui se ressemblent, donc j'ai essayé de regrouper ça par thème et on commence tout de suite avec... Alors là, je pense que pour toutes celles et ceux qui m'ont posé des questions sur la préparation, c'est sûrement que vous êtes intéressés de faire cette course l'année prochaine ou encore un petit peu plus tard. J'avais écrit un article assez conséquent là-dessus et du coup, je vous remets le lien dans la description. Ça sera plus simple. Sinon, pour tous ceux qui cherchaient des plans, il y a aussi le site de l'Ultramarin qui en propose. Donc c'est des plans sur 15 semaines et j'en connais qui les ont suivis et qui sont allés au bout de la course sans problème. Donc c'est qu'a priori, c'est quand même plutôt bien foutu. Perso, j'ai pas suivi de plan parce que ça me fait chier en fait de devoir me tenir à un truc. Donc je considère que l'entraînement c'est un petit peu tout le temps et le principe c'était de faire des bornes, que ce soit en marchant, en courant, en pédalant. Donc ça pouvait être pendant des déplacements quotidiens ou dès que l'occasion se présentait. Ouais je sais, là je suis un petit peu brillant, je dégouline de partout, je suis désolé, je suis chez moi, il fait extrêmement chaud et c'est un petit peu compliqué de faire cette vidéo aujourd'hui. Je dirais que ma prépa je l'ai vraiment commencé fin mars, début avril, mais j'ai pas forcément fait autant que je voulais. Alors, si on regarde un petit peu, au final, souvent je faisais dans les 3 sorties par semaine, donc 3 sorties course à pied, et avec ça j'ai rajouté un petit peu de vélo. Donc bien sûr, pour préparer 177 bornes, faut quand même faire des trucs un petit peu conséquents. Pour ça déjà, début mai, j'ai eu l'Angelus Trail, je te mets le lien de la vidéo quelque part là-haut, là, je sais plus trop si c'est à droite ou à gauche, enfin tu pourras aller la voir, ça c'est vraiment une super course. Sans ça après, le jeudi soir, souvent je sortais faire 25-30 bornes, donc là je profitais en fait d'une sortie hebdomadaire du jeudi avec un groupe We Run La Rochelle, petit groupe très sympa. Donc je commençais à les courir un petit peu avant de mon côté, je faisais un petit peu avec eux et après je rentrais chez moi. Donc ça me faisait une sortie un peu conséquente avec des rythmes variés et ça évitait de trop s'ennuyer. Parce que c'est vrai que moi perso, courir quelquefois 3 heures d'affilée dans des temps que je connais, c'est comme le plan, ça me fait chier. Et puis avec Laurence, on s'est aussi fait 2 grosses sorties rando-course, dont la dernière je crois 3 semaines avant l'ultramarin. Ça a dû faire dans les 50 km et en gros on est parti de La Rochelle et on est allé plus bas pour aller choper un train, ce qui évitait en fait de faire une boucle. Si tu as envie de varier un petit peu les plaisirs comme ça pendant ta prépa pour des grosses sorties, je te conseille vraiment de trouver à faire ce genre de choses parce que c'est vrai qu'à un moment tourner en rond, toujours sur les mêmes circuits, c'est relou. Enfin voilà, maintenant si tu veux voir un petit peu plus en détail tout ce que j'ai pu faire comme sortie pendant cette préparation, je te mets le lien de mon Strava dans la description, tu peux aller dessus, normalement c'est en public, tu as accès à tout le journal d'entraînement. Et tant qu'on est dans la prépa, là j'ai une question de Stéphanie Lafolie qui me dit « Penses-tu qu'il faut courir un petit ultra, 80 km, comme prépa ou si plusieurs marathons suffisent ?» Alors là je dirais que oui, le petit ultra de 80 km, il va être pas mal parce qu'il va te permettre de travailler ton mental et d'apprendre à te connaître sur une longue distance, sur une longue durée d'épreuve. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et aussi physiquement, tu vas savoir un petit peu comment tu réagis sur une distance qui commence à être du coup au-delà du marathon, donc au-delà de 42 km. Et après tu pourras aussi te refaire plusieurs marathons, pas forcément intégralement en courant, mais pour ton entraînement, donc comme ce que nous on a pu faire en rando-course. J'ai aussi une question de Axeur Print. Quelles sont les différences dans la prépa et la gestion de course entre un ultra de ce type et un ultra avec beaucoup de D+, et de D-? Je te dirais tout simplement que c'est le D+, et le D-, parce que l'ultramarin c'est 1000 ou 1300 mètres de D+, sur l'ensemble du parcours, donc sur 177 km, autant dire que c'est que dalle. Donc un ultra avec beaucoup de D+, et beaucoup de D-, fatalement ça va plus monter, plus descendre. Donc c'est ça qu'il faudra travailler. Après, moi j'ai jamais eu besoin d'en préparer vraiment des comme ça, donc je pourrais pas t'en dire plus, mais voilà, la différence c'est les côtes. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était préparation, alors on enchaîne.
Bon bah là, pareil que pour la préparation, j'avais écrit un bel article sur le blog, et bah je te mets aussi son lien dans la description. Oh bah ça te fait quand même déjà beaucoup de choses à aller voir dans la description pour aujourd'hui, mais tu verras, il n'y a pas que des liens en rapport avec l'ultramarin, tu trouveras aussi des petits liens avec lesquels tu peux m'aider. Donc ce sont des liens d'affiliation qui fonctionnent sur différentes boutiques en ligne. Si tu vas sur ces boutiques, je t'invite à enregistrer ces liens dans tes favoris, et si tu as des achats à faire, bah tu passes par eux. Ça me permet d'avoir une petite commission qui fait que grâce à ça, je peux faire évoluer la chaîne, racheter du matériel, financer des déplacements, enfin tout ça. Autrement, pour résumer un petit peu ce que j'avais sur moi, alors déjà, tu as toute la liste de mon matériel qui est en bas de l'article sur la course que j'ai mis sur le blog. Voilà, je peux aussi là te mettre le lien dans la description. Donc, pour résumer, j'avais sur la première partie de la course, en haut, un t-shirt Simalp, comme j'ai très souvent. En bas, j'avais le short cuissard Kalenji et j'avais des chaussettes Riwan Atmoris. Voilà, si tu veux savoir jusqu'à là. Sur la deuxième partie de la course, j'avais une tenue kinétique dont tu trouveras le test complet sur le blog. Allez, encore un petit lien. Et j'avais la même paire de chaussettes. Si on reprend ensuite une question de Rorkarma, enfin une partie de sa question, avez-vous changé de chaussures à Arzon? Alors oui, donc je suis parti comme l'an dernier avec deux paires de chaussures. Sur la première partie de la course, j'avais des Altra Type 1.5 et sur la deuxième partie, j'avais aussi des Altra, c'était les duos. Alors pourquoi ce changement? Parce que donc les Type 1.5, ce sont des chaussures de trail, mais qui sont quand même assez polyvalentes, ça passe bien aussi sur bitume, mais c'est quand même un petit peu plus raide que les duos qui sont plus confortables, mais qui sont aussi plus ventilés, je trouve. Donc pour la première partie, comme c'est beaucoup de nuit, qui a quand même peut-être un peu plus de chemin, je préférais avoir des chaussures qui protégeaient un petit peu plus, et avec lesquels j'avais peut-être moins besoin de regarder où je posais les pieds. Sur la deuxième partie, comme je sais qu'il y avait plus de chemin roulant et aussi plus de bitume, donc comme l'an dernier, et qui risquait de faire chaud, je préférais prendre ces chaussures de route plus confortables pour pouvoir faire les kilomètres restants. Bien sûr, il est possible de faire l'intégralité du parcours avec une seule et même paire de chaussures. Là, clairement, les Timp, elles auraient pu me faire les 177 km sans problème. Pour ce qui est du sac, j'ai utilisé celui-là. Donc c'est le Nathan Vaporcraft 12 litres. Et je dois dire qu'il a fait vraiment parfaitement le boulot. Non, c'est un bon sac. Il y a le test qui va arriver. Peut-être même qu'au moment où tu regardes cette vidéo, il est déjà sorti. Mais il m'a plutôt bien plu. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec la question de Nordine MBT qui me demande ce que j'ai mis dans mes sacs. Parce que oui, il y avait ce sac, mais il y en avait aussi un autre dont on va reparler plus tard. Donc pour ce que j'ai mis dedans, forcément, il y avait de l'eau et de la bouffe. Pareil, la bouffe, on en reparle juste après. Et j'avais aussi, par exemple, une veste, parce que tu es obligé d'avoir une veste. Et donc là, c'était la veste Norona BT Horn Ultralight, je sais plus trop quoi, 3. Voilà, donc pourquoi j'ai pris celle-ci? Tout simplement parce que, en gros, elle se compresse vraiment très bien et elle prend pas trop de place. Parce que dans ce sac, même si 12 litres, c'est largement suffisant, il n'est pas toujours facile à organiser, et donc cette veste qui se comprimait bien, c'était plutôt appréciable. Sans ça, j'avais des petites choses intéressantes, comme un truc indispensable, c'est ceci. Le baume anti-frottement qui m'a permis d'éviter toutes les irritations entre les cuisses ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un truc que j'ai sur le shop par exemple, et franchement, si tu cherches un baume anti-frottement, je te conseille celui-là. Il est artisanal, français, naturel, enfin tout ce que tu veux, il fonctionne d'enfer. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il résiste à la chaleur, ils ne fond pas. Il reste juste crémeux quoi, et il s'applique super bien, franchement ça c'est génial. Sans ça dans le sac j'avais les trucs obligatoires type couverture de survie, la bande, j'avais mis mon couteau, j'avais ma carte d'identité, ma carte bleue, un petit peu d'espèces aussi parce qu'on sait jamais, des fois j'avais envie de me payer une bière, une pizza ou une glace sur le parcours, ça aurait pu servir. Enfin voilà, des bricoles, en gros c'est ce que j'avais dans mon sac que j'avais sur le dos. Et ensuite sur moi j'avais également ma genouillère Epitact, parce que pour mon genou, vaut mieux que je la mette. Et puis j'avais mon casque Aftershocks pour la musique. Et donc là, j'en arrive à une autre question. Question de Sinmoon, qui me demande, au niveau du matos pour recharger montre et accessoires, du coup, comment je fais? Alors là, c'est simple, j'avais une batterie externe. Voilà, donc j'ai toujours cette batterie externe dans mon sac, avec les câbles qui vont bien, donc câble USB-C, micro USB, enfin ce que je peux avoir besoin sur la course. Voilà, et ensuite j'ai une deuxième question de Sinmoon, plus pour la déconne, le nombre de paquets de mouchoirs pour les caca. Alors là, des paquets de mouchoirs, j'en avais sur moi, j'avais même aussi un rouleau de PQ, bon pas complet, mais je prends souvent un rouleau de PQ dans mon sac. Et j'en ai pas eu besoin parce que en fait à chaque fois j'ai trouvé des toilettes où il y avait du PQ. Donc voilà, j'ai eu de la chance. Ça n'a pas servi. Et maintenant une question de Jean-Pierre 40. Alors super ta vidéo et partant pour une FAQ. Merci. Si on fait cette course sans assistance, que préconises-tu pour le sac d'allègement? Et tu sais quoi, on va pas en parler tout de suite parce qu'il y avait d'autres questions là-dessus. Donc pour le moment, on va parler de
Pour ce qui est de la bouffe, eh ben, je suis parti avec pas mal de barres. J'en prends d'ailleurs toujours trop, parce que je préfère avoir trop que pas assez. Donc voilà, j'avais beaucoup de barres. Et tout ça, ça venait de chez Oversteam, comme on avait fait la visite 2 jours avant. D'ailleurs, si t'as pas encore vu la vidéo, pareil, je te la mets quelque part en haut. Tu peux aller la voir si ça t'intéresse de savoir un petit peu comment sont fabriqués les gels et les boissons chez Oversteam. En gel, j'en avais 2 de chez eux. Ils ont un gel miel curcuma spiruline et ils ont un gel au café blindé en caféine. Alors, c'est surtout Laurence qui a consommé ces trucs-là. Moi, je suis pas trop gel, mais j'avoue qu'à la fin, il me restait sur moi un gel au café. Et dans la vidéo, on le voit un moment, on essaie de dormir là, c'était à Noyalo. Et j'étais vraiment à plat. Et elle me dit, vas-y, essaye ce gel, tu verras, c'est bon et tout. Et je l'ai essayé, ça a vraiment un goût de café. Et la caféine qui est dedans agit super vite. Le truc, il m'a retapé à une vitesse. Non, c'est génial, ce petit gel café de chez Oversteam, franchement, je le trouve top. Alors, je dis pas qu'il faudra en consommer tout le temps, et je n'en consommerai pas tout le temps. Par contre, je pense que maintenant, j'en prendrai souvent sur moi en joker, sur un gros coup de fatigue. Bref, t'en craques un, ça te remet bien, c'est reparti pour quelques temps, je trouve que c'est pas mal. Autrement, j'essaye de m'alimenter quand même régulièrement avec ces barres, et quand on arrive sur un ravito, je m'empiffre un petit peu de tout ce qu'il y a. Donc il y a des gâteaux, quelquefois, du saucisson, du chocolat, enfin tout ça. Et quand il y avait du chaud, type des pâtes ou de la purée comme à Sarzo, pareil, j'en prenais au moins une assiette. Même si quelquefois ça a un peu de mal à passer, franchement ça fait du bien et il faut manger. Ça n'empêche que j'ai dû merder quelque chose côté alimentation, parce que sur la fin de la course, j'avais faim tout le temps, vraiment je crevais la dalle. Donc je pense que j'ai pas assez mangé avant et j'aurais peut-être dû faire plus attention à ça. Enfin voilà, tout ça pour redire que faut s'alimenter régulièrement et aussi penser à varier les plaisirs, ça évite de saturer, parce que forcément si à un moment tu manges toujours la même barre, peut-être qu'il va être sucré, ou que tu prends toujours le même gel, ou que tu prends toujours le même truc, tu peux en avoir marre et tu n'auras plus envie de manger et forcément ça sera pas bon. Question de Danone ou Danon 77D. Qu'est-ce que tu as pris comme vêtements et combien de litres d'eau tu as pris? Pour les vêtements, on a déjà vu ça. Pour les litres d'eau, écoute, si tu me parles du nombre de litres d'eau total que j'ai consommé sur la course, là je pourrais pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était beaucoup. Sinon, sur moi, j'avais 1,6 litre dans le dos, donc dans une poche à eau, et j'avais 600 ml de vent dans une flasque. Alors pourquoi je prends une poche à eau et une flasque? C'est parce que dans la poche à eau, je mets de l'eau plate, et dans la flasque, là du coup, je mettais une boisson électrolyte, donc avec une préparation en poudre. Ça permettait quand même de boire un truc pour recharger un petit peu le corps en sels minéraux, parce que forcément avec tout ce qu'on transpire, il y a beaucoup de pertes, et il y a un moment, faut en remettre. Alors cette boisson, elle est pas mauvaise, mais par contre à la fin j'en avais plein le cul. Il m'aurait fallu peut-être un deuxième goût, mais là entre ça et en fait même l'eau plate, à force de boire, à la fin j'en avais vraiment marre, fallait que je prenne autre chose. Donc j'ai même été content de trouver du coca par exemple. Sur moi j'avais aussi encore une autre flasque, donc plus petite, là, de 350 ml, que j'avais mis dans mon sac. Donc je suis parti avec la flasque pleine, et en fait elle me servait un petit peu de joker si je n'avais pas assez avec ma poche à eau et ma flasque devant. Donc de joker soit pour boire, soit pour m'arroser si vraiment il faisait très chaud. Bon, au final je l'ai vidé et j'en ai pas eu besoin, parce que cette année il a fait moins chaud qu'en 2018, et surtout l'organisation a rajouté des points d'eau. Donc moi je trouve qu'on n'a jamais manqué de flotte, que ce soit pour boire ou pour se mouiller un petit peu. Donc voilà, elle m'a servi à rien, mais je l'avais, c'est une sécurité, ça ne prend pas de place. On sait jamais, c'est toujours bien. Et donc, à la fin de la partie d'avant, j'ai dit que j'allais répondre à Jean-Pierre 40. Et pour ça, faut encore qu'on change de thème. Pourquoi j'ai mis ou pas? C'est simple. Le fonctionnement de l'assistance, en fait, c'est quelqu'un qui te suit sur la course et qui a accès à certains points pour t'aider. Donc ça peut être pour remplir tes flasques, pour te donner à manger, pour te masser, ou simplement même pour t'apporter un soutien moral. Donc franchement, c'est appréciable, mais c'est pas obligatoire. Donc oui, pain au chocolat Nicolas, on peut faire sans. Bon, tu m'excuseras, j'ai été obligé de changer ton nom par contre. Si je prends le reste de ton message, tu dis, pour le matos, comment préparer les sacs de délestage, que choisir pour mettre dedans, comment cela fonctionne si on est seul, peut-on faire cette course seul et sans assistance? Bon, je vais commencer par la fin, et oui, on peut faire la course seul, l'assistance n'est pas obligatoire, et heureusement, sans ça, je pense qu'on serait beaucoup à ne pas pouvoir participer. Sans ça, le sac de délestage, c'est un sac en fait qu'on va laisser au départ à Vannes, et qu'on va nous amener à Arzon, à peu près à la mi-course. Bien sûr, ensuite, ce sac de Arzon, ils vont te le ramener au départ pour ton arrivée. Moi, je te conseille de le préparer, que tu aies une assistance ou pas. Parce que, tu vois, si tu as une assistance, on sait jamais. Il peut crever un pneu, il peut avoir une panne de bagnole, n'importe quoi, qui fera que quand tu arriveras à la mi-course, la personne ne sera pas là, donc tu seras bien content d'avoir un petit peu de matériel pour pallier à son absence et pouvoir continuer quand même ta course dans de bonnes conditions. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je transpire? Oui, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait une putain de chaleur dans mon appart, je te l'ai dit, en ce moment c'est la période canicule,
Donc je suis désolé, mais ces belles auréoles bien dégueulasses, et bah je vais les garder jusqu'au bout de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans ce sac de délestage? Bon, bah déjà, première chose, on va y mettre du gel douche, une brosse à dents et une serviette. Parce que à Arzon, tu peux prendre une douche, crois-moi, ça fait du bien. Donc tu seras content d'avoir de quoi te laver. Ensuite, tu vas y mettre une tenue de rechange. Parce qu'une fois que tu seras propre, et tu seras content de pouvoir mettre des fringues sèches et qui sentent bon, histoire de vraiment repartir à neuf. Si tu as prévu de changer de chaussures là, pour la deuxième moitié du parcours, et forcément tes pompes, tu vas les mettre dans ce sac. Mais si c'est pas ce que tu as prévu, je te dirais quand même de mettre des chaussures. Parce qu'on sait jamais, pendant la première partie, si tu trouves le mèche de tes pompes, si tu as un truc qui traverse, enfin j'en sais rien. Ça peut être pratique de partir avec une paire neuve, de l'avoir en secours pour pouvoir continuer la course dans de bonnes conditions. Ensuite, tu vas y mettre ton appoint de bouffe, donc des bars, des gels, des boissons, enfin ce que tu as l'habitude de consommer, et surtout ce qui va te permettre de remplacer ce que tu as utilisé sur la première partie. Comme ça, tu repars avec tes stocks pleins. Là, c'est pareil, t'hésites pas à en mettre un petit peu plus que nécessaire, parce que on sait jamais, si finalement tu as plus faim que prévu, ou je sais pas, que tu as besoin de dépanner quelqu'un ou quoi, tu seras content peut-être d'avoir 3 barres de plus, 2 gels en rab. Enfin voilà. Et puis tu peux mettre aussi un truc qui te fera plaisir à manger à cette mi-course. Je sais pas, une part de flan, une crème au chocolat, une part de pizza, un kebab, enfin n'importe. S'il y a un truc que tu as envie de bouffer qui va même te réconforter moralement, t'hésites pas à le mettre dedans. Tu l'auras à dispo, tu n'auras plus qu'à le grailler. Pour finir, tu peux aussi y mettre quelques accessoires utiles, genre une batterie externe, parce que comme je l'ai montré, moi j'en ai une sur moi, mais en avoir une en plus dans le sac de délestage, ça me permettait, par exemple, à mi-parcours, de recharger quelques appareils sans taper dans le jus de ma batterie qui était sur moi. Aussi, si c'est des petites batteries que tu as, ça te permet d'en avoir une pour le début et que tu remplaces à mi-course. Enfin voilà. Bien sûr, dans ce sac, tu pourras y laisser tes fringues sales ou des affaires dont tu n'aurais plus besoin. Comme je l'ai dit, il va être ramené à l'arrivée, donc à Vannes, ce qui te permet de t'alléger si tu te rends compte que tu as des choses inutiles. Je crois qu'on a bien fait le tour de ce sac de délestage, donc maintenant on va finir avec quelques questions qui ne rentraient pas forcément dans les thèmes précédents. On attaque avec la question de Thomas Wallace. Les jours avant et le jour du départ, tu as géré comment ton repos, alimentation, etc. Je ne sais pas trop ce qu'est le etc. Et après la course, ton état physique était comment? Donc avant la course, si on ne compte pas la semaine de la course, déjà il y a eu une petite relâche au niveau des entraînements, donc en faisant des entraînements moins conséquents pendant les 2 dernières semaines. Ensuite, sur la semaine de la course, le début de semaine, si je me rappelle bien, j'avais fait une sortie vélo, et ensuite, on a vraiment commencé à se reposer qu'à partir du jeudi, parce qu'on est arrivé en Bretagne le mercredi, mais il y avait la visite chez Oversteam, et franchement ça a été une très très grosse journée. Je sais plus si on s'est élevé à 4h30 ou 5h30 le matin pour monter sur le Morbihan avant de faire cette visite. Enfin, ça a été vraiment une journée très lourde, très fatigante. Le jeudi, ça a été reposant, mais pas tant que ça. Le matin, on allait voir un pote. Ensuite, il y a eu le retrait d'Ossard. On a pas mal tourné sur le village. Ouais, je suis carrément en train de te raconter ma vie là, mais c'est un petit peu ta question, non? Et ce jour-là, il faisait vraiment très, très, très chaud. D'ailleurs, il faisait même tellement chaud que le soir, j'avais même pas eu envie de bouffer une pizza. C'est pour le dire. Mais là où on a eu de la chance par rapport à l'année d'avant, c'est que le Airbnb qu'on avait loué, il faisait pas trop chaud à l'intérieur. Parce qu'en 2018, on avait pris un truc dans une résidence vacances, là, un studio, je sais pas s'il faisait 40 ou 45 degrés, j'exagère peut-être, ou peut-être pas tant que ça, mais vraiment, il faisait extrêmement chaud dans la chambre. J'étais arrivé 3 jours avant, j'avais à peine réussi à dormir. Là, ça a été beaucoup mieux, en plus on avait une baignoire, donc c'était bien. Le vendredi, clairement, on a glandé toute la journée, c'était à base de sieste, de films. En plus, le départ a été décalé d'1 heure, donc on a pu encore plus faire la sieste. Donc c'était à la cool. Niveau alimentation, j'ai rien fait trop différent d'habitude. J'ai dû bouffer, je sais pas, des pâtes, du riz, je crois qu'on a peut-être acheté du poulet, enfin je sais plus, voilà, des bricoles. Et surtout, on a bu beaucoup d'eau. Voilà, on se forçait à boire, donc on avait des bouteilles d'eau, on avait acheté des packs, on remplissait aussi des trucs au robinet pour l'eau plate, parce que les packs c'était de l'eau gazeuse. Et voilà, on se forçait à boire 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, on buvait le plus possible avant la course. Après la course, forcément assez fatigué à cause du manque de sommeil, donc vraiment fatigue, envie de dormir. Sans ça, physiquement, à part les pieds qui m'ont fait très mal et où ça a mis un petit peu de temps à passer, les jambes, étonnamment, ça allait. Hein. J'ai pas eu l'impression d'avoir 90 ans comme l'année d'avant. Donc après, je sais pas, 2-3 heures d'arrêt. Là, quand je marchais, c'était une vitesse normale. J'avais pas l'impression que le monde autour de moi était en accéléré ou que c'est moi qui étais au ralenti. Et comme on parle un petit peu de douleur physique, question de Mag Aliane, comment va ton pied? Ça avait l'air d'être un souci pendant la course. Alors, déjà, merci de t'en inquiéter. En effet, pendant la course, mes pieds, ça a été un gros problème.
ça m'était encore jamais arrivé, mais à chaque fois que je m'arrêtais, donc peut-être à partir de la mi-course, j'avais l'impression en gros que mes pieds, tu vois, voilà, c'était ça. Dès que je m'arrêtais, j'avais l'impression qu'on me broyait les pieds, vraiment qu'on me les écrasait. Enfin, c'était horrible. C'est vraiment le truc qui m'a empêché de dormir. Et ça me le faisait aussi quand je marchais. Quand je marchais, j'avais très mal. Donc, je pouvais courir, ce qui était bien. Par contre, marcher, m'arrêter, c'était compliqué. Mais voilà, ça va mieux. Après la course, ça a mis un petit peu de temps à passer quand on s'est mis dans les lits de camp. Mais ça a finalement passé, donc j'ai pu dormir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des petits blocages, l'impression d'avoir des orteils bloqués ou quoi. Chose que j'avais déjà avant la course. Mais ça va mieux. Et on embraye avec une partie de la question de Karine Le Sommer, donc qui me dit tout d'abord une superbe vidéo qui donne vraiment envie de s'inscrire pour l'année prochaine, mais je vais attendre encore un peu. Et bah écoute, fais ça quand tu le sens, mais je te remercie d'avoir, de me dire que tu as apprécié de la vidéo. Et donc ensuite, tu posais des questions sur la préparation, tout ça on l'a vu. Et enfin, tu demandais comment gérer la récup. Alors écoute, la récup, je dirais dormir. De toute façon, ça s'impose, tu verras que naturellement, tu as envie de dormir. Puis après, bouffer des pizzas, boire des bières, redormir, et puis recommencer les pizzas. Enfin voilà, peut-être pas autant de pizzas, mais en gros, tu bouffes, tu dors, tu t'hydrates. Et au niveau du sport, tu prends le temps. T'écoutes ton corps et tu reprends tranquillement quand tu le sens. Le but, c'est de pas se blesser, c'est de laisser passer les petites douleurs. Peut-être aller voir un ostéo, un kiné, enfin... tout remettre bien en ordre. Et après, moi perso, au niveau activité, j'ai repris par du vélo, donc tranquillement, parce que le vélo c'est doux, ça te pète pas les genoux, ça permet d'activer la machine, donc c'est bon quand même de le faire assez tôt pour pas garder les muscles à un état d'arrêt et pour faire circuler le sang. Donc tu peux faire ça, ou tu peux marcher aussi, tout simplement. Mais voilà, le tout c'est d'y aller en douceur. Samuve me dit « Salut, c'est bien d'être bien, sujet aux ampoules, j'aurais souhaité savoir si tu en avais eu, si oui, comment les gérer, donc méthode de soins pour pouvoir continuer à courir et marcher. Merci d'avance. » Bah écoute, moi les ampoules, c'est pas un problème qui me concerne. J'en ai jamais vraiment beaucoup eu, là j'en ai pas eu non plus. Par contre, Laurence, elle a eu des 6e orteils à chaque pied. Franchement, elle avait des trucs, mais... Maintenant, je dirais que si ça t'arrive, forcément tu vas le sentir, tu vas avoir mal. Donc il n'y a plus qu'à fermer ta gueule, à serrer les dents, et puis continuer d'avancer. Et je pense aussi qu'il faut éviter de regarder. Parce que tant que tu l'as pas vu, t'as mal, mais tu sais pas trop. Et je pense que si vraiment t'as un truc dégueulasse, le fait de le voir, de le savoir, ça doit pas aider à te dire que ça va bien. Et après, là, comme Laurence, le but c'est d'atteindre un point où tu as des podologues qui vont pouvoir te soigner. Donc pour elle, c'était à Sarzeau. Ils ont pu vider les ampoules, désinfecter, mettre des gros pansements, enfin faire tout ce qu'il fallait. Et ça a permis de repartir et de finir la course dans des conditions tout à fait correctes. Je reviens sur le message de Roar Karma qui, dans sa dernière partie, mettait gestion, marche et course. Alors écoute, là, au niveau gestion, marche, course, j'ai envie de dire, c'est un peu chacun sa merde. C'est un peu à chacun de trouver son rythme. Il y en a qui vont te dire qu'il faut faire, par exemple, 20 minutes de course, 5 minutes de marche, et qu'il faut tenir ça tout le long. Moi, j'ai envie de dire, quand tu pars, tu sais pas comment ça va se passer. Surtout si c'est ta première fois, tu sais pas s'il va faire chaud peut-être et que tu vas te sentir pas top pour marcher, tu sais pas si au final tu vas te sentir très bien et que tu vas vouloir courir plus. Donc je pense que c'est un peu à faire au feeling, mais sur ce coup-là, il faut quand même s'imposer des phases de marche et de temps en temps se dire je marche pour récupérer et pas se dire je me sens super bien, je continue de courir pour pas se cramer. Donc faut faire à la sensation, enfin moi c'est mon avis. Voilà, une fois qu'on a trouvé la manière qui va bien de fonctionner pour soi et d'avancer pour soi, faut partir là-dessus. Et puis si à un moment ça va moins bien, tu marches un peu plus. Si ça va mieux, tu cours un peu plus. Et puis voilà, le tout c'est d'arriver au bout, à son rythme. Voilà. Question intéressante de Jess Ika. Oui, parce qu'elle a mis son prénom en 2 mots. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait franchir la ligne, le mental ou le corps? Eh écoute, là, je dirais que c'est un peu des deux. Il y a une grosse part de mental. Parce que clairement, si t'es pas solide dans ta tête, et que dès que t'es un peu fatigué, dès que t'es un peu mal quelque part, tu dis je m'arrête, tu risques pas d'aller au bout. Et après, il y a le corps, parce que clairement, il faut quand même avoir un corps un minimum entraîné pour encaisser la distance. Mais vraiment, je pense que le mental, c'est la grosse partie du truc, parce que si t'as pas la tête, t'auras pas les jambes et t'iras pas au bout. Bon, je m'incruste vite fait, là, parce que j'ai oublié une autre question intéressante de notre ami pain au chocolat Nicolas. Donc, c'est la dernière partie de sa question. À quelle allure vous avez tourné et un objectif de temps fixé au départ? Alors, à quelle allure on a tourné? J'ai regardé...
en moyenne sur la course, donc temps de marche, temps de course et pause comprise, ça fait du 10 minutes 35 au kilomètre, donc pour un temps total d'environ 33h15. Ensuite, pour les objectifs, donc au départ, je m'étais dit pourquoi pas faire ça dans les 30 heures. Maintenant, bien sûr, c'est indicatif, parce que c'est à revoir en fonction des conditions de la course, donc des conditions météo, et puis de ce qui peut se passer pendant le parcours. Suffit de se faire mal, suffit de ci, suffit de ça. Voilà, le tout c'est d'arriver au bout, donc tout ça c'est à réviser. Ce qu'on a fait plutôt, c'est se faire des objectifs intermédiaires, on va dire. Donc il y a toujours l'histoire d'aller d'un ravitaillement à l'autre, donc ça c'est intéressant, parce que voilà, tu divises la course en plusieurs parties, donc même mentalement ça t'aide à avancer, à pas te dire il me reste 177 km, mais par exemple à un moment te dire là j'ai plus que 20 km jusqu'au ravitaillement. Ensuite nous on s'est mis des objectifs qui étaient par exemple d'arriver au bateau donc à l'origine avant 6h30, parce que je voulais voir le soleil se lever sur le golfe au moment de passer le bateau. Comme on est parti une heure plus tard, du coup c'était plutôt 7h30, et cet objectif je l'ai vraiment mis en place quand on est reparti du Bono, et là j'ai dit allez on y sera avant 7h30, donc j'ai donné le rythme de manière à ce qu'on court jusqu'à là pour être à l'heure. L'autre objectif c'était d'arriver à Sarzeau de bonne heure, pour que quand on serait reparti, on se fasse doubler par les coureurs du 56. Là aussi on a réussi, on est arrivé de mémoire aux alentours de 15h30, donc on avait largement le temps de se faire une bonne pause, le temps pour Laurence de se faire soigner ses ampoules, de repartir et ensuite de se faire doubler par tous ces coureurs, et ça franchement c'était super cool. Et après le dernier truc, c'est quand on est reparti de Séné, donc du dernier ravitaillement, je voulais qu'on fasse comme l'année dernière, finir la course en 3 heures. Là, clairement, au bout de 7-8 km, quand j'ai vu qu'on avait déjà mis 1h30, je me suis dit, ça va être compliqué. Du coup, on s'est juste dit, on va faire un autre rythme comme on peut en fonction de la fatigue et de l'état du moment, et le tout c'est d'arriver au bout. Voilà, donc tout ça pour dire, quand tu es sur une grosse course comme ça, mets-toi des petits objectifs intermédiaires, et franchement ça aide à avancer. Il faut y aller étape par étape, et comme ça tu y vas tranquillement. On termine par une question de Lola Frétard, donc avec qui j'ai fait la course. En sachant que tu envisages l'idée d'y retourner, à la question, faut vraiment pas s'aimer pour faire ça, tu réponds quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça? Déjà, si c'est la première fois que tu vas pas te poser cette question, tu vas y aller. Maintenant, si comme moi cette année, tu envisages l'idée d'y retourner, que tu as déjà bien morflé la première fois, ouais, tu vas te dire faut quand même être complètement teubé et il faut vraiment pas s'aimer pour y retourner. Là, j'envisage presque d'y retourner une troisième fois, bon cette fois-ci pour le faire plus vite, parce que donc la première fois j'ai vu l'arrivée de jour le dimanche, là j'ai vu l'arrivée de nuit le dimanche, donc plus tôt. Maintenant j'aimerais y retourner pour voir l'arrivée, mais le samedi de jour, donc avant 23h. Clairement je sais que si j'y retourne, je risque encore de dérouiller, donc j'aurai mal aux jambes, je serai fatigué, donc ouais, faut sans doute pas s'aimer, mais à côté de ça, t'aimes ça quand même, parce que moi tu vois ce que j'aime sur ce genre de course, c'est que pendant que tu y es, pendant que c'est quelques heures où tu cours, c'est que tu es déconnecté de la réalité, t'as plus de soucis en fait. Les seules choses dont tu as besoin, c'est d'avancer, de manger, te reposer un petit peu, et de continuer sur le chemin pour arriver au bout. Donc certes, faut pas s'aimer pour y retourner, parce que tu sais que tu vas morfler, mais à côté de ça, c'est que tu t'aimes bien quand même, parce que tu sais que ça va te faire du bien quelque part. Bon, nous voilà arrivés au terme de cette liste de questions, et j'espère que j'aurai peut-être répondu à la tienne ou les tiennes, si elles s'inscrivaient soit dans un des thèmes qu'on a vu au début, soit si elles ressemblaient à une des questions qu'on a vues après, ou peut-être tout simplement si c'est ta question dont j'ai parlé. J'espère aussi que cette vidéo t'aura plu, même si j'avais ces belles auréoles bien dégueulasses sous les bras, mais bon, je me dis que si t'es encore là maintenant tout de suite, c'est que quelque part t'as bien aimé. Voilà, et si jamais t'as d'autres questions, que ce soit en rapport avec l'ultramarin ou carrément autre chose, t'hésites pas à me laisser ça en commentaire. Et puis comme d'hab, partage la vidéo, like-la, abonne-toi à la chaîne, et puis écoute, il me reste à te faire de gros bisous, et puis je te dis à bientôt.